Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Nous venons de vivre une semaine riche en actualités. D'abord, la fin d'une guerre éclair de 12 jours entre Israël et l'Iran. Ensuite, une guerre qui continue, celle à Gaza. Nous ferons le point sur la situation. Et c'est dans ce contexte que s'est déroulé le sommet de l'OTAN ces 24 et 25 juin, un sommet durant lequel les Européens et Donald Trump ont eu bien du mal à cacher leurs dissensions. On va donc faire un tour d'horizon de ces événements dans cet épisode du Monde devant soi. Alain et Jean-Marie, j'aimerais qu'on commence, si vous le voulez bien, par ce cessez-le-feu mardi 24 juin entre l'Iran et Israël. Un cessez-le-feu impulsé par Donald Trump quelques heures après les frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens. C'était une vraie surprise, ce cessez-le-feu ? Oui, c'était une vraie surprise parce que les Israéliens étaient plus susceptibles d'obéir au président Trump qui venait de participer à la guerre de 12 jours. Donc, côté israélien, on pouvait penser que ce serait facile. Côté iranien, c'était plus difficile. C'était d'accepter un cessez-le-feu. Ça s'est négocié à Doha, comme toujours, au Qatar, là où les Iraniens ont répliqué en tirant un missile après avoir prévenu les Américains, dans des conditions telles que les Iraniens savaient bien que les Américains ne répliqueraient pas parce que leur contre-attaque était purement symbolique. Donc ça s'est discuté à Doha. Alors, on ne sait pas ce qui s'est discuté. Qu'est-ce qui se passe demain ou après-demain si 40 ou 50 bulldozers arrivent sur le site de Fordo, commencent à creuser, à rouvrir toutes les portes d'accès, tous les tunnels qui mènent au site d'exploitation de Fordo? Que font les Israéliens? Que font les Américains? Est-ce qu'ils bombardent à nouveau? Donald Trump a laissé entendre que peut-être, oui, la guerre pourrait reprendre. On ne sait pas. On ne connaît pas les conditions de ce cessez-le-feu. Qu'est-ce qui se passe si les services de renseignement détectent, américains ou israéliens, et on sait qu'ils sont très bien informés sur ce qui se passe en Iran, si l'on détecte, je ne sais pas moi, le transport de bonbonnes qui ressemblent exactement à des bonbonnes d'oxygène des plongeurs sous-marins, mais qui sont celles dans lesquelles on stocke l'uranium enrichi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la guerre reprend? Est-ce que des bombardements ponctuels reprennent? On ne sait pas. On ne connaît pas les conditions de ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il est censé déboucher sur une négociation, sur une reprise de négociation? Probablement pas, ça m'étonnerait que dans ces conditions ça reparte. Mais peut-être y a-t-il ça aussi, une clause imaginant qu'il puisse y avoir, puisqu'on discute du cessez-le-feu, on peut bien discuter aussi de l'après-cessez-le-feu. Donc c'est l'inconnu total. Durable, pas durable, moi je ne me risquerai pas à vous le dire. En tout cas, ce qui est frappant, c'est l'attitude de Trump, qui est le donneur d'ordre de l'utilisation de cette fameuse bombe. La bombe dont j'oublie d'ailleurs la dénomination. GBU-57. Voilà. Et cette bombe qui va profond dans la montagne et qui est censée avoir donc détruit la plupart des centrifugeuses qui étaient stockées là par l'Iran en explosant sous terre. Et une fois lâché cette bombe, Donald Trump a considéré que la guerre était finie parce que la bombe avait fait son office. Et que donc c'était pour lui une grande victoire. Il a d'ailleurs présenté cela comme l'équivalent, avec le sens de la mesure qui caractérise Donald Trump, comme l'équivalent de la bombe de Hiroshima et de celle de Nagasaki, qui avait mis fin en effet à la guerre avec le Japon. Et donc il considère, lui, que cette bombe a fait le même office et que la guerre, du coup, à partir du moment où il l'a déclarée, est terminée. Donald Trump, faiseur de paix, le président américain en rêvait. En tout cas, malgré tout, Jean-Marie Colombani, on ne peut pas lui enlever le fait d'avoir réussi? On ne peut pas lui enlever le fait d'avoir réussi, à condition de rappeler d'une part que la situation telle qu'il a dû la combattre avec sa bombe, il l'a créée lui-même. Puisque lors de son premier mandat, il a déchiré l'accord international qui aurait permis de contrôler les activités nucléaires, civiles et militaires de l'Iran. Et donc, en déchirant cet accord, il a ouvert la porte au fait que les Iraniens se sont considérés comme déliés de leurs engagements précédents et ils ont accéléré dans la mise au point d'une bombe. Donc, c'est cette situation qu'il a créée, qu'il a finalement corrigée lui-même, in fine. Au point de départ, homme de paix, malgré tout, il se laisse entraîner par le Premier ministre israélien dans la guerre, puisque au fond, le Premier ministre israélien a créé les conditions
qui ont de facto obligé Donald Trump à intervenir et à porter le fer. Donc ensuite, il a considéré qu'il était légitime à dire, ben voilà, on s'arrête maintenant. Et il a d'ailleurs invectivé assez fortement le Premier ministre israélien et les Iraniens aussi pour que les combats s'arrêtent. Donc c'est en effet une victoire pour Donald Trump, mais c'est une victoire qui vient corriger l'immense faute qu'il a commise lorsqu'il a déchiré l'accord international sur le nucléaire iranien. Une des craintes, c'était que ce conflit entre l'Iran et Israël fasse passer Gaza au second plan, qu'on oublie ce qui s'y passe. Peut-être qu'avec ce cessez-le-feu, Gaza peut revenir un petit peu sur le devant de la scène. En tout cas, nous, j'aimerais qu'on en parle, parce que tous les jours, on apprend que des dizaines de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, souvent pendant qu'ils essayaient d'obtenir des ravitaillements, de l'aide alimentaire. Je rappelle que depuis le début de l'opération de représailles israélienne au massacre du 7 octobre 2023, il y a eu plus de 56 000 Palestiniens tués à ce jour, selon des données jugées fiables par l'ONU. Jusqu'à présent, les estimations consistent à dire, dans ces 56 000 morts, il y a 20 000 combattants du Hamas. Mais ça en laisse quand même beaucoup parmi les civils. Et ce qui est important de constater aujourd'hui, c'est que dans l'indifférence générale, le martyre de Gaza continue de la population civile gazaoui, celle qui n'a rien à voir avec le Hamas ou celle qui est sous le joug du Hamas, peu importe. En tout cas, c'est vers elle que se situent les efforts israéliens pour cantonner cette population à une surface de plus en plus réduite, puisque c'est, je crois, 20% du territoire qui est concédé à 2 millions de personnes. Donc déjà en soi, c'est quand même un énoncé assez monstrueux et qui fait qu'on a toujours le sentiment qu'Israël va continuer à chercher à repousser cette population, le territoire qui lui reste, vers l'Égypte pour qu'in fine, cela se traduise par un exode des dits Palestiniens vers l'Égypte, qui était l'énoncé premier du gouvernement israélien. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que tous les efforts sont déployés, en effet, à juste titre, pour mettre un terme à la guerre entre l'Iran et Israël, mais que le sort des Gazaouis continue d'être eux-mêmes martyrisés. Je parle des Gazaouis civils. Et de ce point de vue-là, il y a eu des terrifiants et très émouvants reportages de journalistes israéliens appartenant au journal Haaretz, entre autres, qui racontent ce qui se passe et qui sont littéralement insupportables. Et quand Emmanuel Macron dit « c'est une honte », il a raison de dire « c'est une honte ». Il le paye d'un prix diplomatique et politique très élevé, puisque Netanyahou l'a pratiquement mis au piquet sans lui donner plus la moindre information et en multipliant les attaques et les critiques contre lui. Mais néanmoins, c'est ce constat qu'il faut faire aujourd'hui. On peut ajouter un constat politique. Quelle est la situation de Benyamin Netanyahou ? Il a remporté un succès. Il remporte un succès stratégique au mois de mai, l'an passé, en 2024, et puis lors de cette guerre des 12 jours. C'est-à-dire que, premièrement, il a décimé le réseau de milices arabes alliées de l'Iran qui tiraient sur Israël, de manière sporadique, mais enfin qui tiraient quand même sur Israël. Vous aviez le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas tiré un seul missile, une seule roquette, une cartouche sur Israël pendant la guerre des 12 jours. N'est-ce pas ? Les milices irakiennes qui souvent passaient par l'Irak, même chose. Le nouveau régime syrien, lui, s'est bien gardé de condamner l'opération contre l'Iran, parce que l'Iran est son ennemi. Et enfin, il reste le Hamas. Le Hamas n'a pas tiré non plus une seule cartouche, ne tire plus de roquettes depuis bien longtemps. D'ailleurs, entre parenthèses, l'état-major israélien, pour beaucoup, considère que la guerre aurait pu s'arrêter il y a plus d'1 an et demi. Donc, c'est pas un secret. La guerre continue pour des raisons politiques, à Gaza en tout cas. Donc, le Hamas aussi n'existe plus en tant que menace contre Israël. Il reste les milices houthis du Yémen, qui sont des passionnés du missile. Donc, il est en situation politique assez forte. Sa popularité est forte. Le bilan de la guerre des 12 jours, c'est quoi pour lui ? Il a montré que l'Iran n'a plus de défense anti-aérienne, que les Israéliens étaient suffisamment bien informés pour décimer la hiérarchie militaire iranienne. Ils n'ont plus de défense anti-aérienne. La hiérarchie a été décimée. Une partie des scientifiques, qui sont les maîtres d'œuvre du projet nucléaire, ont été aussi décimés. Les télécommunications. Et donc,
la perte de statut et de stature de la République islamique dans la région est quelque chose de fondamental. Le pays qui passait pour être la grande puissance politico-militaire du Moyen-Orient s'est avéré un tigre de papier dans cette circonstance-là. Et donc, si vous êtes israélien, c'est un succès. Puis l'Iran n'a cessé de proclamer sa volonté de rayer Israël de la carte. Donc voilà, il est fort dans les sondages. Il peut provoquer une élection anticipée, il peut élargir sa majorité, il peut sortir de sa dépendance aux partis les plus ultras, aux suprémacistes juifs qui gouvernent avec lui, et donc il peut régler la question de Gaza. Il a le capital politique nécessaire pour dire la guerre est finie, il faut imaginer la reconstruction, il faut une négociation avec les Palestiniens, il faut une négociation avec le monde arabe. Il est dans cette situation-là. Que va-t-il faire ? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que plus que jamais, la poursuite de la guerre à Gaza est une honte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif militaire. C'est fini. Le Hamas n'a pas tiré une cartouche pendant toute la guerre du 12 juin. Le Hezbollah non plus. Les milices irakiennes non plus. Donc, si vous voulez, la guerre de Gaza n'a pas de raison d'être du point de vue de la défense d'Israël. Après, tout est affaire de négociation. Et c'est là où on verra si Netanyahou est capable de s'émanciper des formations droitistes, ultra-droitières, avec lesquelles il gouverne. Ou alors, on verra qu'au fond, ils partagent leurs objectifs et qu'ils souhaitent des solutions telles que celles qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire une manière de nettoyage ethnique, de pousser 2 millions de Gazaouis par le désespoir de l'autre côté de la frontière, par exemple, en Égypte. Voilà. Mais on est dans une situation où il a acquis le capital politique pour sortir de cette guerre. Pas un jour de plus, en principe. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui semble l'emporter, parce que dès le départ, il a récusé l'idée d'un État palestinien. La stratégie des deux États, qui est la stratégie mise en avant par les différents pays, que ce soit en Europe, même aux États-Unis, c'est une stratégie qu'il récuse. Au fond, il a adhéré au Grand Israël, et donc c'est vers cela qu'il marche. Cela dit, vous évoquiez tout à l'heure la reconstruction éventuelle. Le seul qui ait parlé de reconstruction, c'est au récent sommet de l'OTAN, c'est Donald Trump. Et il a parlé de la reconstruction de l'Iran. Il n'a pas dit un mot sur la reconstruction de Gaza, ni quoi que ce soit. En revanche, la reconstruction de l'Iran, il a dit, mais voilà, maintenant que la paix est revenue, l'Iran va pouvoir vendre son pétrole à la Chine. Donc, sous-entendu, il y aura plus de sanctions contre l'Iran. Et donc, tout ça va rapporter beaucoup d'argent à l'Iran. Et grâce à cet argent, l'Iran va pouvoir se reconstruire. Texto, c'est exactement le discours de Donald Trump. Voilà, mais on n'entend pas le même discours du côté de Gaza. Au contraire, on a l'impression qu'il y aura reconstruction de Gaza lorsqu'il n'y aura plus de Palestiniens. Je pousse un peu le raisonnement, mais c'est un petit peu ce qui a l'air de... Est-ce que les Israéliens accepteront cela ? Pour le moment, on est passé d'une situation où Netanyahou était honni, détesté à cause de l'affaire des otages, pour laquelle il ne s'est absolument pas mobilisé, et où donc il était devenu très impopulaire, à une situation où il est une sorte de dieu vivant, puisqu'il a remporté la victoire de la guerre de 12 jours. Voilà, c'est un exceptionnel animal politique qui a réussi ce rétablissement pour conduire vers où, jusqu'à présent, personne n'en sait rien. Oui, la trêve semble encore loin de ce côté-là. Vous évoquiez, Jean-Marie Colombani, le sommet de l'OTAN qui vient de se tenir à La Haye, aux Pays-Bas, et qui s'est conclu par une déclaration commune étonnamment brève, seulement 5 paragraphes, aucune mention du droit international ni de l'ordre mondial. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous racontiez un peu qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet et si le fait que cette déclaration soit si courte, si lapidaire, est le signe que les États-Unis et leurs alliés, on l'espère, l'allié théorique en tout cas européen, n'ont pas réussi à s'entendre. Alain Frachon ? C'est pas exactement ça, c'est la déclaration très très courte et qui, je crois, à quelques mots près, évite une condamnation très ferme de la Russie pour ce qui se passe en Ukraine. Cette déclaration, c'était une demande de Donald Trump. Donc, de même qu'à la Maison-Blanche, il refuse de lire des notes de plus de 3 pages, quand il sort d'un grand sommet de l'OTAN, qu'il n'aime pas,
C'est une organisation qu'il n'aime pas. Il ne veut pas qu'il y ait non plus une grande déclaration qui évoque la situation dans l'Asie-Pacifique, la situation en Europe, la situation au Moyen-Orient, etc. Non pas que toutes ces zones-là fassent partie du théâtre d'opération de l'OTAN, mais c'était devenu un peu une tradition, et notamment que l'OTAN mentionne la situation difficile et déstabilisée qu'il y a dans le Pacifique occidental du fait de l'expansionnisme chinois. Donc voilà, c'est un succès pour Trump, mais c'est pas le seul succès pour Donald Trump. Tout ce sommet est un succès pour Trump. Dans le fond, il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire un engagement ferme des Européens et des Canadiens. Il y a 31 membres de l'OTAN aujourd'hui, des Européens et des Canadiens à consacrer 3,5% de leur richesse nationale à la défense, objectif qui doit être réalisé dans les 10 années qui viennent, avec des rendez-vous, des sommets qui seront des rendez-vous où on verra où on en est, etc. Bon, il n'y a qu'un pays qui a refusé de signer, je crois, qui s'est abstenu donc, puisque tout se fait à l'unanimité à l'OTAN, c'est l'Espagne, en disant que ça lui était impossible. Donc voilà, ça, il a réussi sur la forme, je l'ai trouvé odieuse, c'est-à-dire que j'ai trouvé que pas seulement le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre irlandais, mais les photos de famille aussi, les poignées de main ici et là, et manifestaient une obséquiosité abjecte de la part des Européens à l'adresse du président Trump, et que donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un singulier manque de dignité. Tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre hollandais, qui lui en a vraiment rajouté, qui s'est porté aux avant-postes de l'éloge adressé à Donald Trump. D'autres sont plus sobres quand même. La preuve, c'est quand même en général Emmanuel Macron qui est victime de tout ça, parce que Trump le dénonce comme quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprend rien. Donc c'est un bon point pour Emmanuel Macron d'être désigné par Donald Trump comme celui qui ne comprend rien. Mais cela dit, c'est une technique. Alors on a déployé le roi et la reine des Pays-Bas. Le sommet s'est ouvert par une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, ex-premier ministre hollandais, sur le thème toutes les grandes victoires que Donald Trump a remportées. Mais en même temps, d'un certain côté, ça a marché. Parce que si vous écoutez ce que dit Donald Trump, il dit « j'étais venu là, j'aime pas beaucoup ces pays, mais j'ai changé d'avis. Et j'ai vu, je m'étais trompé, j'ai vu maintenant des gens qui sont des patriotes, qui sont des gens sérieux, qui sont des gens conséquents, qui aiment la paix. Voilà. Et puis d'ailleurs, dit-il, j'ai été très bien traité. Et donc, de fait, ça a produit un résultat. Et ce résultat, c'est que Trump a dû réinvestir ou réaffirmer que l'article 5, le fameux article de défense collective, existe bien. Et donc il a, au fond, et par ailleurs, les Européens eux-mêmes, aussitôt ce sommet terminé, d'abord ils n'ont pas changé de doctrine, ils n'ont pas inventé les 5% pour ce sommet, c'était déjà en cours précédemment, mais les Européens ont décidé de sanctions supplémentaires contre la Russie. Et il y a une toute petite mention de l'Ukraine, mais il y a une mention quand même de l'Ukraine, et les Européens, dans la foulée, renforcent leurs sanctions contre la Russie. Donc, tout n'est pas négatif dans ce sommet, et tout n'est pas au désavantage des Européens. Quand on entend parler de soumission des Européens, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que, au fond, les dirigeants européens font au mieux avec un personnage qui est difficile à saisir, dont on se demande d'ailleurs s'il dit une chose un jour, est-ce que le lendemain, il va pas dire le contraire? Et donc, certains pensent avoir trouvé un mode d'emploi de Trump qui consiste en effet à le flatter à l'excès, mais qui renvoie aussi aux propres flatteries que Trump s'adresse à lui-même, puisqu'il nous explique qu'il a remporté une victoire historique, que jamais dans l'histoire il n'y a eu de choses aussi merveilleuses, jamais dans l'histoire il n'y a eu de raids aériens aussi réussis que celui-là. Bref, il est un grand homme, et il y a quelques Européens qui considèrent qu'il faut en effet abonder dans ce sens pour obtenir quelque chose. Une étrange forme de réel politique. On s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Réel politique complétée par une boîte de cirage. Je pense que c'est ça qu'il faut ajouter. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.